Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Pierre Larouille, bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce matin, vendredi, sur Radio J, en vidéo, parce que vous habitez la région toulousaine, donc vous êtes pardonné d'être à distance. Vous êtes économiste et essayiste. Vous êtes docteur en sciences économiques et ancien chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Alain Savary. Vous êtes un essayiste reconnu. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Ubérisation, utopie et tyrannie, la crise innovante, d'autres encore. Vous travaillez sur la question du ressentiment. On aura l'occasion d'y venir dans quelques instants. Et on va évidemment, dans le contexte politique actuel, diviser cette émission en gros en deux parties. D'abord un commentaire, une analyse personnelle que vous livrez des résultats de dimanche dernier et de la déflation du Rassemblement national d'un côté. Et de l'autre, évidemment, on tracera ensemble quelques perspectives d'avenir pour cette France qui bascule, selon certains, dans l'inconnu et dans l'incertitude. Choc des législatives, Pierre Larouille, c'est le titre de votre article, Choc des législatives, un autre éclairage, paru il y a 2 jours dans la revue Politique et Parlementaire. Et vous y insistez notamment sur un point qu'on va développer ensemble. On le sait, donc ils ont 143 députés, le Rassemblement national. Le parti à l'oriflamme est évidemment déçu. Jordan Bardella doit répondre à des salves de questions, d'interrogations. Et vous écrivez, premier constat, le RN s'écroule, ou en tout cas s'affaisse, quand il affiche sa sûreté de gagner. Croyant poursuivre, voire mener à bout sa démarche de dédiabolisation, il a voulu donner des gages supplémentaires et notamment affirmer sa capacité à gouverner. Alors, vous prenez, j'allais dire, le paradoxe, vous jouez le paradoxe jusqu'au bout. Ça n'est pas faute d'avoir été crédité d'une capacité de gouvernance, mais c'est justement parce qu'il aurait surjoué cette capacité de gouverner qu'il aurait été finalement blackboulé dans les urnes. Expliquez-nous. Oui, c'est ça. Alors, choc, déjà, c'est le moins qu'on puisse se dire. Choc d'une dissolution que personne n'attendait ni ne voulait d'ailleurs. Choc des sondages qui se sont visiblement trompés. Et choc des résultats qui ont surpris tout le monde. Donc effectivement, c'est un choc, et les chocs, il faut toujours les regarder pour ce qu'ils sont. Il y a une notion de surprise. Mais très souvent, dans les chocs et dans les surprises, il y a finalement des explications. Vous savez, c'est comme les assureurs qui expliquent les accidents a posteriori. Alors pourquoi effectivement, ça peut paraître paradoxal ce que je dis. Bien, je crois que ce qui s'est passé, c'est que personne ne peut contester que le Rassemblement national était en pleine progression, qu'il avait la dynamique avec lui, et que les sondages, au sens du pourcentage de gens qui les suivaient, leur étaient très favorables, et le sont restés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne fonctionne pas, in fine? Il s'est passé 2 choses. La première, c'est que le Rassemblement national a cru, à force de vouloir se dédiaboliser, qu'il fallait maintenant qu'il rentre dans la période qu'il avait dû franchir le plafond de verre, et qu'il fallait qu'il rentre dans le réel, dans la réassurance de sa capacité à gérer, d'être vraiment dans la réalité et d'être puissant et fiable. Et c'est là qu'il y a eu un énorme malentendu. Alors le malentendu, je l'explicite en lisant la suite, une phrase à la suite, dans votre excellent article « Choc des législatives, un autre éclairage » qui m'a donné envie de vous inviter sur Radio J, parce qu'il est original dans son interprétation de la déflation du Rassemblement national. Vous écrivez tout à la dédiabolisation de son propre cas. Jordan Bardella, mais au-delà son parti, oublie les règles plus communes et générales des motivations de l'opinion. Et vous ajoutez, Pierre Larouille, il ne voit pas que l'engouement qu'il suscite est agi par un désir d'imaginaire d'une société en souffrance. Et non, ajoutez-vous, par une promotion directe du réel. De quoi s'agit-il exactement? Mais en fait, c'est souvent vrai, mais c'est particulièrement vrai de notre société, où la population est en souffrance, fonctionne sur l'affect, sur l'émotivité, sur le ressenti, et donc transcrit finalement son malaise ou son rêve, peu importe, c'est la même chose. Le transcrit dans un imaginaire. Et dans ces cas-là, vous savez, il y a quelque chose qui est une sorte de pièce vide. Cette pièce vide devient subitement très attirante
parce que celle-là au moins est vide et qu'on va pouvoir l'habiter à sa manière. Et donc on se crée un imaginaire, c'est la fameuse phrase « on a tout essayé, alors pourquoi pas eux ?» Ben oui. Le problème, c'est quand, de l'autre côté, on veut être un formidable organisateur de l'appartement et de la pièce, et qu'on dit « non, non, mais attendez, on a tout prévu. Voilà comment sont les murs. Il y a tant de mètres carrés. Ah oui, c'est un peu moins grand que prévu, mais vous savez, il faut être réaliste aujourd'hui. » Et tout d'un coup, l'architecte d'intérieur vient vous contraindre dans votre imaginaire. Vous racontez une histoire bizarre que vous n'aviez pas prévue. C'est la rencontre avec un réel que vous n'attendiez pas dans cette pièce-là. Vous m'autorisez une incise à ce stade, Pierre Larouille. Votre thèse, évidemment, est très stimulante et elle est complètement à contre-cycle par rapport à tout ce qu'on entend sur l'ensemble des plateaux de radio et de télévision depuis maintenant 5 jours. Mais justement, Pierre Larouille, est-ce qu'ils n'ont pas quand même maintenu jusqu'au bout la dimension du rêve, l'imaginaire si l'on veut, en faisant rêver les Français et leurs électeurs potentiels sur le formidable casting de ministres qu'ils envisageaient dans l'hypothèse où ils avaient la majorité absolue? Eh bien, si tel est le cas, il faut qu'ils prennent des cours d'hypnose parce que visiblement, ils n'ont pas pu guider les rêves. Les rêves sont allés tout seuls dans cette pièce. Vous prétendez leur donner des cours d'hypnose maintenant? Écoutez, peut-être pas moi, mais je sais que le marché est plein de gens qui savent le faire. Je leur donnerai de bonnes adresses. Et non, ce qui s'est passé, c'est que donc les gens dans cette pièce ont découvert des aménageurs d'intérieur, et ça les a un peu défrayés, d'autant qu'au même instant, le Rassemblement national, tout à cette campagne de on a gagné, on s'organise, ça y est, on y est, n'a pas pu s'empêcher quand même de rester dans ses traditions. Et donc, on a voulu être disruptif. Mais que sont-ils allés chercher avec des binationaux? Se mettre des millions de gens à dos, pourquoi? On ne sait pas. Et puis, subitement, évidemment, les médias font leur boulot. Alors, on voit apparaître des hurluberlus quand même un peu particuliers. Et donc, se crée un contraste. C'est que cet imaginaire est rongé de l'intérieur par un réel qu'on ne voulait pas voir. Et de l'autre côté, ce réel en plus a des atours assez stupéfiants. Alors, je vais vous poser une question, oui, plus globale. En règle générale, des candidats de rupture, prenons François Mitterrand en 1981, ils gagnent quand ils arrivent à concilier le réel avec l'imaginaire. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? C'est très clair, mais alors, pour le coup... je ne crois pas que François Mitterrand était quelqu'un de rupture. Ah, il était en rupture avec le giscardisme. C'est ce que l'on veut raconter. Je pense qu'il était tout à fait conforme au désir de l'opinion et que ça dépassait de beaucoup un imaginaire qui était un désir puissant et réel d'un changement. Pierre Larouille, alors Pierre Larouille, en quoi, justement, je vous prends au pied de la lettre parce que c'est passionnant, en quoi le Rassemblement national, dans son offre programmatique si séduisante jusqu'à dimanche dernier, n'était-il pas conforme aux attentes profondes de l'opinion, justement, dont vous êtes, vous, le spécialiste? Mais ils étaient conformes, encore une fois, au sens d'un habitacle. C'est-à-dire que s'ils ne répondent pas sur ce qu'ils vont faire, ils sont la pièce du rêve, bien sûr. Mais quand ils se mettent à parler, des binationaux, qu'ils commencent à montrer des gens qui sont visiblement pas en capacité de gérer le pays, qu'on commence à avoir subitement des frictions dans le pays, subitement, ça devient moins net. Mais très sincèrement, avec la dynamique qu'ils avaient, et c'est ce que traduisaient les sondages, ça aurait dû passer. Mais patatras, l'impossible est arrivé. C'est qu'à l'instant où un imaginaire s'effritait, la gauche et les républicains dans leur ensemble vont inventer quelque chose. Et alors qu'on les disait affaiblis, impuissants, sans idées, égoïstes, eh bien ils vont faire 2 ou 3 choses absolument incroyables. Vous n'êtes pas de ceux, Pierre Larouille, qui dites aujourd'hui, à l'aune de ce semi-échec du Rassemblement national, que le parti à l'oriflamme a été victime des tirs de barrage en faveur du désistement. Vous ne pensez pas que ça a joué dans la baisse de son score? Ah mais bien entendu que si.
Bien entendu que si, mais ça s'appelle la politique et la démocratie. Hein. Depuis le paradoxe de Condorcet, ben, on sait que oui, ça se construit, qu'il y a des coalitions et que jamais personne à l'élection présidentielle ne fait 50% à lui tout seul. Hein. Donc il y a toujours des ententes. La démocratie fonctionne comme ça. Alors on peut parler d'un dispositif, on peut se sentir volé et tout ça. Néanmoins, quand on est le plus fort, on gagne. Mais le plus fort dans toutes les disciplines démocratiques. Ce qui s'est passé encore une fois, c'est quelque chose d'assez étonnant. Des gens se sont rassemblés et ont produit un acte avec un grand A. Et vous savez ce qu'il a eu de très très différent, cet acte, par rapport à la normale, c'est que premièrement, il a rompu avec un certain immobilisme, notamment de la gauche, mais surtout, normalement, vous savez ce que font les gens, les républicains depuis des années, donnent des leçons au peuple et leur disent, voyez, il se passe ça, il faudrait quand même faire ça. Et donc, pour une fois, ils se sont mis en cause eux-mêmes. Le sacrifice, c'est eux qui l'ont fait. Ils ont perdu des postes, ils ont perdu des carrières, ils ont perdu leur propre imaginaire. Et ça a marqué les gens. On s'est dit, ah, ils mouillent le maillot. Deuxièmement, par le fait que ça s'est produit, on a instantanément eu un sentiment de puissance. Or ça, c'est quelque chose qui manquait profondément aux Républicains face au Rassemblement national. Et le troisième acte, qui est très important dans la population aujourd'hui, c'est qu'elle a retrouvé de la fierté. Alors, il se trouve que donc est né comme ça spontanément autour d'un dispositif dont je vous reconnais que c'est un dispositif démocratique mais tactique. Alors vous écrivez, je vous cite, hein, fierté individuelle et collective sont désormais les deux mamelles qui devraient nourrir la confiance et échapper aux intolérances identitaires. Donc, je traduis ce que vous êtes en train de nous dire. Vous êtes en train de nous dire, sur la base de vos études, j'allais dire des courants profonds de l'opinion, parce que c'est un de vos domaines de spécialité aujourd'hui, Pierre Larouille, reconnu d'ailleurs dans toute la sphère de la politologie française. Vous êtes en train de nous dire, finalement, cet arc républicain très vaste, hein, conjoignant des gens qui sont LR, des gens qui sont ensemble, des gens qui sont socialistes, des gens qui sont communistes, a fait la preuve qu'il n'était pas affaibli, comme on le disait trop souvent, j'allais dire dans un discours déceptif, dépressif même, qui pouvait dominer depuis qu'on voyait les succès phénoménaux du Rassemblement national en termes d'opinion. Ça serait aller trop vite et leur faire crédit trop vite. Ils ont simplement produit eux-mêmes un imaginaire accueillant. Mais ça reste un imaginaire accueillant. Qu'est-ce que c'est qu'un imaginaire accueillant, Pierre ? C'est la même chose qu'avec le Rassemblement national. Ils ont créé la pièce où les gens ont voulu se lever. Les gens se sont dit, ah mais il n'y a pas que ceux qu'on n'a pas utilisés, il y a ceux qu'on connaissait et qui finalement ont l'air de refaire un tout petit truc. Alors c'est accueillant. Mais pour ce qui est de la phase suivante, elle est à faire, elle est aujourd'hui, mais nous en reparlerons. Donc en tout cas, ce qui s'est produit, c'est qu'il s'est produit simultanément au niveau des acteurs politiques et de l'autre côté, au niveau de la population, une autre dynamique. Et ça, c'est terrible, vous le savez. On appelle ça l'inversion des courbes, même si les gens n'ont pas très bien compris ce que Pilan voulait dire par ça. Il y a une inversion des courbes au sens d'une inversion des courbes du désir. C'est-à-dire qu'il y en a qui, en faisant pénétrer le réel dans la pièce, ont commencé à effriter la puissance de leur désir. Et de l'autre côté, il y a ceux qui ont créé la pièce et les gens se sont engouffrés. Bon, Pierre Larouille, on va se parler clairement. Maintenant qu'il y aura une coalition gouvernementale dont on ne connaît pas évidemment à l'heure qu'il est la composition précise, mais qu'un jour ou l'autre, le président de la République, pendant le courant de l'été, va forcément, dans les semaines qui viennent, va forcément dévoiler. Vous pensez pas que cette espèce d'alchimie amoureuse là qui s'est créée depuis dimanche soir va s'effondrer à l'épreuve des responsabilités pour cette future coalition ? C'est possible. C'est possible, mais si tel est le cas, c'est pas un problème pour le Front populaire, c'est un problème pour le pays. C'est un problème pour le pays parce que nous sommes maintenant au stade où vous écoutez les gens comme moi, nous nous écoutons. On a envie, on en a assez de dire que c'est pas possible. On en a assez de pas être fier du pays. On en a assez que le classement PISA dégrade notre enseignement. On en a assez que ce pays et nous-mêmes nous sentions déclassés. Le Front National, le Rassemblement National, a surfé là-dessus. Mais en réalité, c'est un problème global du pays. Nous ressentons tous cela, cette perte de fierté. Et donc,
le rendez-vous qui est demain, il ne peut pas être simplement le résultat quantitatif de chiffres de ce nouvel imaginaire qui est né. Maintenant, il va falloir le traduire. Il va falloir le traduire, c'est est-ce que la population, les acteurs politiques sont capables d'inventer un autre niveau de débat. Il passe par quoi? Il passe par le fait que justement, la population reprenne suffisamment confiance, se sente suffisamment puissante pour exiger que l'on construise un nouveau pas démocratique, de telle sorte que l'expression ne soit plus guidée par ce que portent les réseaux sociaux, c'est-à-dire ce défoulement des émotions et du factuel, pour des choses un peu plus profondes et qui construisent l'avenir. Alors, je vous prends au mot, Pierre Larouille. Ouais, vous êtes en train de tracer donc les contours, on va dire, anthropologiques de cet avenir à très court terme, hein, qui va se dessiner à partir de l'été, de cet été, avec cette nouvelle coalition qui, un jour ou l'autre, de toute façon, sera nommée, sera heurtée à des difficultés, bien sûr, ne serait-ce qu'au Parlement. Vous pensez que ça va être quoi, j'allais dire, le régime psychologique de ce futur nouveau pouvoir? Est-ce qu'il va jouer, par exemple, la carte de l'apaisement, comme on le dit, on l'entend beaucoup ces jours-ci, aussi bien dans les rangs de la Macronie que dans les rangs du Parti socialiste? Vous savez, je crois que il suffit de se rendre à l'évidence. Le choc dont on a parlé, ça fatigue tout le monde. Le déclassement, ça fatigue tout le monde. Vous vous souvenez de ce qu'ont dit les paysans marche sur la tête. C'est très drôle, je me permets cette parenthèse. Moi, je fais beaucoup d'études qualitatives avec de l'intelligence artificielle. Ça fait des années que je vois apparaître on marche sur la tête dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de corporations. Les écologistes, 1 an et demi avant les paysans, disaient on marche sur la tête. En réalité, les Français sont en pleine confusion. Le réel est trop complexe. Ils n'arrivent pas à savoir ce qui s'est passé. Ce qu'ils ressentent, vous avez ça, toute personne qui est sur les réseaux sociaux voit un jour apparaître cette phrase « quand c'est que ça a vrillé ». Ça marque quoi? Il y a dans la tête des gens une rupture de continuité qui fait que, mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment on a bugué? Mais ça veut dire que vous pensez que c'était beaucoup mieux avant? Parfois oui, parfois non, mais peu importe. On a l'impression que tout ce qui est demain est catastrophique. Un chiffre donné par l'IFOP, il y a 5 ans, même sondage, 35% des Français ont peur de l'avenir. Sondage il y a 15 jours, 85% des Français ont peur de l'avenir. Quand on a peur de l'avenir, on a l'impression qu'on idéalise le passé et qu'il était génial. Donc nous sommes là, en pleine incompréhension. Alors c'est même pas qu'il faut apaiser, c'est il faut foutre la paix aux gens et que tout le monde se remette à travailler et à réfléchir. Et forcément, il faudra que ça soit disruptif. Alors, c'est une conversation passionnante. Vous êtes analyste politique, vous venez de le dire. Vous travaillez notamment avec les outils de l'intelligence artificielle pour percer à jour les vraies attentes des Français. C'était un travail d'ailleurs sans l'intelligence artificielle à l'époque que faisait votre maître Jacques Pilan, auquel vous vous référez souvent et auquel d'ailleurs, cher Pierre Larouille, vous avez consacré un livre. Donc, notre conversation n'est pas une conversation d'opinion. C'est une conversation vraiment branchée sur l'étude précise des attentes des Français. C'est en ce sens qu'elle éclaire ce matin nos auditrices et nos auditeurs de Radio J. Alors, 2 questions encore. La première est très simple. Vous travaillez sur la notion de ressentiment. Vous pensez qu'une des passions fondamentales de la société française d'aujourd'hui, c'est la question du ressentiment. Est-ce qu'il faudra, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, prendre à bras-le-corps, prendre ce taureau par les cornes et faire tomber le niveau général de ressentiment au pluriel dans la société française? Alors c'est certain, je vais être à peine un peu plus précis que ça. C'est un paradoxe. Le ressentiment est moteur dans notre société, au moment où il faudrait faire ressentiment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire ressentiment? C'est redonner de la place au sentiment. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en face de la raison, ce n'est pas des sentiments. Ce sont des émotions. Alors, on est dans le factuel. Les gens, aujourd'hui, sont dans le partage d'avis, d'idées, qui peuvent durer 15 jours. Et on change de communauté un mois après. Il n'y a pas de suivi. Et donc, comment voulez-vous construire un discours un tant soit peu raisonnable, pédagogique, de long terme, quand de toute façon, vous êtes effacé au bout de 15 jours parce que simplement, sur un autre sujet, les choses ont changé dans la tête des gens. Donc, il faut faire ressentiment, mais par contre, j'utilise ce terme dans mon bouquin parce que la société, elle est ressentimentale.
elle est complètement branchée sur un ressentiment du passé, sur un ressentiment de quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous voyez, par exemple, j'ai fait une étude sur le Festival Off d'Avignon. Vous voyez en quelques années comment j'ai pris tous les pitchs des pièces de théâtre du Festival Off. Vous voyez l'évolution. C'est extraordinaire. Comment on est passé, il y a 10 ans, de belles valeurs éthiques, etc., qui débouchaient sur des rébellions, sur des trucs. Mais c'était sympa, on faisait de la politique, on analysait, on était collectif. Aujourd'hui, toutes les pièces ne parlent que des nombrils. Alors justement, Pierre Larouille, c'est très intéressant. Il y a ce problème de l'individualisme au cœur de votre étude des attentes profondes de l'opinion. Je renvoie aussi à votre article événement « Choc des législatives, un autre éclairage ». On en a parlé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas dans la doxa, cher Pierre Larouille. Mais évidemment, il y a une question politique qui se pose immédiatement, et je ne peux pas ne pas vous la poser ce matin sur Radio J, car elle intéresse aussi tout le monde. La semaine dernière, il se trouve, c'est le hasard, j'avais invité le président du département de la Haute-Garonne, qui est un homme qui s'appelle Sébastien Vincini, un responsable important du Parti Socialiste aujourd'hui. Ce matin, dans Le Point, il consacre une longue analyse justement à la situation politique d'aujourd'hui, et il déclare officiellement: Jean-Luc Mélenchon devrait nous laisser faire. Jean-Luc Mélenchon devrait nous laisser faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur un plan politique, cette déclaration de Vincini? Écoutez, je ne connais pas bien Sébastien Vincini, mais je suis ce qu'il dit. Et franchement, voilà, on a besoin de jeunes politiques, d'abord qui analysent, qui se posent et qui ont le courage de leurs paroles. Donc, moi, c'est pas un problème d'avis sur Jean-Luc Mélenchon ou pas Jean-Luc Mélenchon. Non. Mais vous savez bien aujourd'hui que le problème, il est clair. Ce que porte Jean-Luc Mélenchon ces derniers temps, c'est une menace fondamentale pour la paix dans ce pays. Est-ce que l'on veut vraiment tout cristalliser autour d'une guerre communautaire? Est-ce que c'est ça l'objectif de ce pays qui est construit exactement sur la cohésion et l'ambition humaniste? Eh bien, je crois que Sébastien Vincini a raison. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a tous les droits. Et parfois, il le fait avec beaucoup de talent. Moi, je me souviens de sa campagne où il a été très précurseur sur le problème de l'eau, sur le problème de la femme. Il a des intuitions. Mais quand il fait de l'électoralisme et qu'il sombre dans des passions troubles, eh bien, il vaut mieux qu'il s'écarte. Il vaut mieux que tous ces gens qui sont en train de polluer la démocratie française nous laissent respirer et nous laissent construire quelque chose qui sera un nouveau pas pour la démocratie et pour la République. Sinon, ça sera la rébellion et un camp dans les violents gagnera. Alors, dernière question un peu plus politique. Pierre Larouille, c'est intéressant d'avoir votre opinion sur cette question. Au sein, on va dire, des anciennes oppositions à la Macronie, il y a toujours eu, si vous voulez, un débat sur la Ve République, sur la Sixième République. Vous, c'est quoi votre position? C'est une cinquième plus parlementarisée que vous appelez de vos voeux, pardon? Je pense qu'en tout cas, oui, il faut reprendre. Je ne suis pas un spécialiste mais je crois que les réflexions Sixième République, en tout cas, modification profonde, effectivement, du mode de représentation, est totalement nécessaire. Mais je vais faire une incise, et c'est simplement pour faire de l'humour. Donc ça va être mauvais parce que je ne suis pas un spécialiste. Oh, vous n'êtes pas si mauvais, non, vous dépréciez pas. C'est gentil, Alexis Lacroix. Vous savez ce que, en fait, quand j'écoute les propos du président de la République ou sa lettre hier soir, alors j'ai regardé les chiffres, les gens, et je me suis dit, c'est formidable. En fait, il est en train de reconstituer l'électorat de François Hollande. Celui qui l'a dynamité en partant. Parce qu'en fait, de quoi on parle? La seule majorité, elle est de réunir les gens qui ont quitté le Parti socialiste pour rejoindre Macron et les socialistes qui y sont restés et qui parfois étaient les fondeurs de François Hollande d'ailleurs. Mais la globalité, c'est ceux qui ont élu François Hollande en 2012. Et autour, eh bien, selon les projets, il y aura évidemment des gens qui vont aussi s'agréger. Ça, c'est le phénomène des présidentielles. Merci beaucoup d'avoir fait un tour par Radio J. On est obligé de mettre fin à cette conversation au demeurant passionnante. Je renvoie Pierre Larouille à Choc des législatives. Un autre éclairage, c'est en accès libre sur le site de la Revue Politique et Parlementaire. Très bon Shabbat à vous. Bonne soirée.
Alexis Lacroix.